Bonjour, bienvenue à l'Actu, votre nouvelle rubrique sur l'ACOM TV. Nous allons aujourd'hui commenter un fait marquant de l'actualité marocaine, à savoir la décision du gouvernement d'indexer les prix de carburant liquide. Alors, le gouvernement marocain vient d'annoncer un nouveau système d'indexation des prix de carburant liquide, une annonce qui intervient après une longue discussion sur la nécessité de réformer la caisse de compensation qui coûte à l'État marocain jusqu'à 55 milliards de dirhams par an. Alors, pour certains, cette nouvelle mesure évite au gouvernement d'entamer la vraie réforme de la caisse de compensation qui allait aboutir à distribuer du cash aux plus nécessiteux. Pour d'autres, il s'agit du triomphe des thèses du Fonds monétaire international pour orienter les réformes économiques à entreprendre au Maroc. Pour d'autres encore, ce système d'indexation représente le système salvateur qui va nous permettre de sortir de cette crise qui, nous dit-on, devient de plus en plus préoccupante. Alors, que cache véritablement ce système d'indexation? Est-ce un système juste et équitable pour le citoyen marocain? Permettra-t-il une indexation des salaires, par exemple, comme cela est le cas dans d'autres pays qui l'ont adopté? Pour toutes ces questions, pour répondre à ces questions, eh bien, nous recevons aujourd'hui le professeur Arsbi. Professeur Arsbi, bonjour. Bonjour. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qu'on entend par ce fameux système d'indexation partielle des prix de carburant liquide? Bon, vous savez, indexation, indexer, ça veut dire lier une valeur à une autre valeur référentielle. En clair, on a une valeur qui est la référence et les variations sont liées entre elles par une fonction fixe. Alors, concrètement, en l'occurrence, il faut bien comprendre que, le Maroc importe la quasi-totalité de son pétrole. 2, il est donc totalement dépendant des variations des cours internationaux du pétrole. 3, le fait est que, compte tenu du pouvoir d'achat du Marocain moyen, celui-ci ne peut pas payer le pétrole, les produits pétroliers, commencer par l'essence, butane, gaz, etc., au prix international, lorsque celui-ci est élevé. Et donc, l'équation pour l'État, elle est maintenant d'essayer d'établir une fonction directe entre les variations des cours du pétrole à l'international, c'est le référentiel, et les variations des prix intérieurs, avec une formule d'indexation. Et donc on va indexer l'évolution des cours intérieurs sur l'évolution des cours internationaux, moyennant bien évidemment une marge qui serait celle d'une variation de plus ou moins 2,5%. D'accord. Voilà. Alors, dans ce système, est-ce que, vous venez de le dire, dans la conjoncture actuelle, quelles sont les tendances des prix du pétrole et est-ce que cela va impacter directement le pouvoir d'achat du citoyen moyen? D'abord, je pense qu'il faut bien, justement pour répondre à cette question, il faut un petit peu d'histoire. Vous savez, ce n'est pas un système qui est nouveau. C'est un système qui a été, on peut dire, largement colporté, promu par notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire international dans les années 80, ce que j'appelle les années du délire néolibéral, où l'idée pour ces institutions, de manière générale pour le courant néolibéral, c'était effectivement d'empêcher qu'il y ait ce qu'ils appellent des distorsions de prix. C'est-à-dire que pour eux, les prix intérieurs doivent suivre les cours à l'international. Il ne doit pas y avoir une intervention de l'État, que ce soit par une taxation, que ce soit par une subvention. Il faut qu'il y ait une relation directe entre les cours internationaux et les cours. Et donc, les gouvernements marocains avaient adopté dans les années 90 déjà ce système d'indexation pour ce qui est des produits pétroliers. Et on peut dire qu'on l'a appliqué pendant 7-8 ans.
Et puis, vers 2004, on a fini par y renoncer. La question, pourquoi? Si vous voulez qu'on réponde à ce qui se passe aujourd'hui, il faut déjà se poser la question de pourquoi a-t-on renoncé à ce système lorsqu'on l'avait adopté dans les années 90? Mais pour une raison très très simple, c'est qu'en réalité, lorsque les cours mondiaux sont à la baisse, presque tout le monde est content. Les consommateurs gagnent parce que précisément les baisses à l'international sont répercutées à l'intérieur et donc le consommateur en profite. Bon, ma foi, l'État maintient ses taxes, parce que ça, ce sont des prélèvements institutionnels, mais sans pour autant que ça le gêne trop. Le problème, c'est quand les cours se mettent à monter. Parce que là, la question claire qui se pose à n'importe quel gouvernement, les cours mondiaux montent. Est-ce que, de manière automatique, on peut se permettre la répercussion de cette hausse des cours mondiaux sur les cours intérieurs? Je dis bien automatique, parce qu'il faut bien comprendre que le système est fondamentalement automatique. La répercussion doit être automatique. Donc la question, elle est évidemment hautement politique. Est-ce que le gouvernement peut se permettre cet automatisme de la répercussion à la hausse, sans tenir compte tout simplement du contexte politique, de la situation sociale, oui, de la conjoncture, si vous voulez. Et donc, la dernière fois, en 2004, ben oui, si le gouvernement avait fini par renoncer à ce système, c'est tout simplement parce que, à un moment où les cours se mettaient à monter, eh ben, le gouvernement de l'époque avait fait son calcul, j'allais dire, politique, et considéré qu'il n'était pas possible d'indexer, de maintenir l'indexation, donc de répercuter la hausse. Et donc on l'avait abandonné. Donc, ça c'est pour l'histoire, mais ça éclaire la situation aujourd'hui. Moi je pense que cette question de l'indexation, elle est à nouveau un peu dans l'air du temps depuis un certain temps. Et en particulier, je pense que depuis l'année dernière, le gouvernement avait en fait tablé sur un peu une situation où il y avait effectivement une baisse. Même maintenant on sait qu'elle était conjoncturelle, hein, mais le gouvernement avait pensé qu'il pouvait profiter d'une sorte de fenêtre dans cette tendance, une fenêtre de baisse, pour d'une certaine manière vendre à l'opinion publique cette mesure. Parce qu'effectivement, lorsque l'indexation s'applique et la première manifestation se traduit par une baisse des prix, évidemment elle est acceptée. Et donc on avait fait le pari ou le calcul, peu importe, qu'on lancerait ce système à un moment où les prix seraient plutôt à la baisse. Et donc, ce qui permettrait à l'opinion publique d'accepter dans un premier temps, mais sachant, ça il faut bien qu'on soit clair, hein, structurellement, dans la durée, on est dans une tendance haussière, on n'est pas dans une tendance baissière. Toutes les études prospectives, stratégiques, montrent qu'on est dans une phase où les cours vont monter. Alors, justement... Donc, et si vous permettez, et donc le problème, il est là aujourd'hui. Il est dans le fait que lorsque, là encore, sous la pression du Fonds monétaire international, de différents facteurs, lorsque le gouvernement se trouve un peu au pied du mur, acculé à mettre en œuvre cette mesure, eh bien, on est plutôt, manque de peau si je puis dire, la tendance est plutôt à la hausse des cours. Et c'est ce qui fait la difficulté de la mesure. Et c'est ce qui fait aussi l'indécision actuelle, même si on dit que le gouvernement a pris la décision de principe publiée au bulletin officiel, moi je pense qu'on continuera à y réfléchir à deux fois avant de mettre en œuvre la mesure. Il n'y a qu'à voir, effectivement le ministre a parlé hier et on voyait bien qu'aucune décision concrète, hein, je veux dire de concrétisation, de mise en œuvre pratique concrète, hein, n'a encore été prise. Hein. D'accord. Alors justement, vous avez rappelé donc l'intervention du ministre chargé des Affaires générales qui a fait une communication sur ce nouveau système d'indexation en disant qu'il exprimait une étape de la réforme de la caisse de compensation. Est-ce que vous voyez qu'effectivement il y a un lien entre ce nouveau système d'indexation et la discussion sur la réforme de la caisse de compensation, ou bien qu'il s'agit de deux choses complètement différentes? Je pense qu'il faut être quand même assez clair. Précisément, on est là déjà dans le prix qu'il faut payer pour précisément ne pas avoir fait la réforme.
on est en train de payer le prix de la non-réforme de la caisse de compensation. Je pense que, effectivement, si par exemple la réforme de la caisse de compensation avait eu lieu, ben, on serait dans une autre situation. La question se poserait tout autre terme. On n'a pas fait la réforme de la caisse de compensation. Alors pourquoi ça veut dire quoi? Ça veut dire que les problèmes de fond restent. Et quels sont, je répète encore une fois, quels sont les problèmes de fond? Le problème de fond, je le répète très simplement. Oui, le Maroc doit importer les hydrocarbures à des prix internationaux qui sont à la hausse, qui lui sont imposés. 2, le consommateur a du mal à suivre, à payer le prix international. Jusqu'à maintenant, c'est la caisse de compensation, justement. C'est la subvention qui faisait un peu cette caisse de résonance ou cet amortisseur des contradictions ou des paradoxes entre l'international et l'intérieur. Et c'est donc en clair l'État, avec les finances publiques, qui venait là pour permettre d'amortir les chocs sur le prix à l'intérieur. Le problème là aussi est que la réforme, bon, on le sait maintenant, on ne le sait que trop, chacun sait que ce système de la caisse de compensation est un système injuste, inefficace, coûteux. Bref, on ne va pas revenir sur ce débat. Donc, c'est ce système qu'il fallait réformer. On ne l'a pas fait. Les problèmes sont toujours là. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'un côté les pressions du Fonds monétaire international, on ne le dira quand même jamais assez. Nous sommes déjà sous tutelle du Fonds monétaire international. D'une manière ou d'une autre. Vous savez, la prolongation du crédit, de la ligne de crédit et de liquidité, hein, de prévention et de liquidité en début août dernier, personne n'imagine qu'elle a été faite sans contrepartie, sans négociation, C'est évident que le Fonds monétaire international exige des mesures concrètes. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut que le gouvernement, faute de la réforme de la caisse de compensation, ben, il faut qu'il donne des gages. Des gages qui vont quand même dans le sens de ce que désire le Fonds monétaire, c'est-à-dire une relation directe, une mise en relation directe entre les prix intérieurs et les prix extérieurs. C'est ça, là. Et donc l'indexation est ce système, effectivement, qui permet de faire payer le consommateur les hausses des prix qui sont en train de s'opérer à l'international. Alors, et justement, qui dit consommateur dit évidemment que c'est qui en profite, c'est l'État. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est une manière de faire en sorte que cette caisse de compensation qu'on n'a pas pu réformer, eh bien, tout simplement, on ne voit pas sa facture encore alourdie par des hausses qui sont en train de s'opérer au niveau international. Donc, d'une certaine manière, si vous voulez, le message est le suivant: vous ne faites pas la réforme de la caisse. Très bien. Au moins, limitez les dégâts. Faites supporter par votre consommateur les hausses actuelles des prix à l'international. Alors j'ai une question à vous poser par rapport au prix du carburant. Qu'est-ce qui est comptable au Maroc du prix des carburants? Est-ce les prix des cours internationaux ou est-ce une fiscalité trop élevée qui est appliquée à ces produits et que le consommateur devra supporter? La fiscalité pétrolière, il faut le dire, hein, est partout dans le monde importante. Tous les États dans le monde prélèvent sous forme de taxes spécifiques, taxes intérieures à la consommation, TVA, etc., des impôts indirects, prélèvent des montants conséquents sur les... Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Etc. C'est un débat. Mais à mon avis, on doit raisonner hors taxe, si vous voulez. Toutes choses égales par ailleurs. Par exemple, voilà une question intéressante. Est-ce que le Maroc, les décideurs des importations des hydrocarbures, gèrent leurs approvisionnements? Est-ce qu'ils gèrent les variations sur les marchés internationaux? Est-ce qu'ils utilisent les meilleurs systèmes, les meilleures techniques, effectivement, de réduction des aléas, de gestion de la volatilité des cours sur les marchés internationaux? C'est une grosse question. Deuxième autre aspect intéressant,
Mais il se fait qu'on est dans un marché, dans une situation de quasi-monopole quand même. Parce qu'il y a un raffineur dans ce pays. Bon, il y a un certain nombre de sociétés de distribution qui, entre elles d'ailleurs, font une sorte de cartel. Hein. On va se raconter, il n'y a pas de marché libre, entre eux, il n'y a pas de libre concurrence, etc. Il y a des ententes qui sont faites, même si le prix de toute façon reste contrôlé, etc. Et puis il y a un raffineur. Est-ce que ce raffineur a fait, n'oubliez pas que avant c'était la Samir qui était une entreprise publique. Chacun sait, ce n'est pas le lieu ici de revenir sur, de remuer des pages douloureuses, des privatisations. Mais chacun sait que la privatisation de la Samir s'est faite dans des conditions pour le moins douteuses. Ensuite, elle a été privatisée sur la base d'un cahier de charges. Est-ce que la société qui a repris, est-ce que les repreneurs de la Samir ont respecté le cahier de charges? Est-ce qu'ils ont fait les investissements? Je suis dans le sujet là. Les investissements nécessaires, précisément pour permettre de meilleures conditions de traitement, de meilleures conditions de stockage, donc des réductions de coûts, une optimisation de manière, des conditions de raffinage et de production. Je pense que là, le moins qu'on puisse dire, on est loin du compte. Hein. Donc, oui, là, il y a un vrai problème. Les composantes, il y a un fait objectif, à mon avis, personne ne peut surenchérir là-dessus. Tant que nous n'avons pas trouvé de pétrole, nous restons fondamentalement dépendants des marchés internationaux. C'est une réalité. Ceci étant, une fois qu'on a dit ça, ben, il reste beaucoup de choses à clarifier. 1. Les conditions d'importation. 2. Les conditions de production de raffinage. Les conditions de distribution. Alors justement, Monsieur Hersby, vous parliez d'optimisation des prix du pétrole, une meilleure gestion qui permettrait donc au pétrole de coûter moins cher aux citoyens marocains. Alors cette indexation telle qu'elle est appliquée dans un certain nombre de pays démocratiques et transparents prennent en compte également ce qu'on appelle le système d'indexation des salaires, c'est-à-dire lorsque le coût de la vie augmente, eh bien les salaires aussi suivent. C'est pour ça qu'aujourd'hui en France par exemple, on ne parle plus de SMIG mais de SMIC, c'est-à-dire un salaire minimum de croissance. Alors est-ce qu'on peut imaginer dans cette logique au Maroc, un jour le gouvernement annoncer une indexation des salaires où on est véritablement dans une véritable autre logique qui défend uniquement les intérêts des raffineries dont vous avez parlé et du capital pétrolier finalement. Vous savez, on est dans un système où malheureusement on ne retient du capitalisme que ses aspects les plus détestables. C'est-à-dire des aspects que les pays capitalistes, les vrais, ont dépassés depuis longtemps. Vous faites allusion là à la plupart des pays d'Europe occidentale qui ont connu leur phase de croissance dans les années 50 à 70. Et c'est vrai que l'une des mesures clés était justement dans le système de régulation sociale, était notamment l'indexation effectivement des salaires. C'est-à-dire, vous avez à juste titre rappelé qu'on ne parlait pas simplement de salaire minimum garanti, mais on parlait de salaire minimum interprofessionnel de croissance. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une relation, effectivement, si vous voulez, le niveau des salaires augmente en fonction de taux de croissance. Et c'est une relation qui est structurelle, institutionnelle, établie. Bien. Ici, on en est très très loin, mais effectivement, on ne prend de ce système je répète, indexation pour moi, ça veut dire simplement mettre en relation des variations. En l'occurrence, variation des prix internationaux. On indexe, ça veut dire variation des prix intérieurs et tout de suite, pouvoir d'achat du consommateur. Et de l'autre côté, évidemment, personne ne songe effectivement à dire, pardon, est-ce qu'il y a quand même moyen aussi d'indexer le revenu, les salaires, sur quelque chose qui est objectif, qui pourrait être effectivement, par exemple, le taux de croissance, mais ça peut être au niveau des entreprises, la valeur ajoutée, ou que vous voulez. Bien. Donc, c'est un vrai problème qui fait que, forcément, des mesures comme ça chez nous, effectivement, prennent l'allure de mesures partiales. On ne défend pas la population, on défend une minorité de privilégiés. Parce que vous voyez bien, en l'occurrence, les premiers
servi, les premiers bénéficiaires d'une telle mesure. Outre l'État, je répète, l'État ne fait que limiter la casse, je puis dire. C'est-à-dire limiter l'ampleur des subventions qu'il donne. Mais les bénéficiaires, c'est comme effectivement les sociétés pétrolières. Vous savez que dans le système actuel, c'est vrai qu'elles avancent et ensuite elles attendent la subvention de l'État. Il peut y avoir des retards de paiement, des arriérés qui peuvent peser effectivement en termes financiers sur la structure des entreprises. Un tel système, c'est tout bénéfice pour ces sociétés parce qu'elles vont être en mesure de se faire payer au fur et à mesure directement par le consommateur. Donc c'est bon pour eux. Ok, à la limite, on peut dire tant mieux. Mais quid des consommateurs? Qu'en est-il de la situation de tous ceux qui travaillent et dont les revenus n'évoluent pas en conséquence? Vous savez, on est quand même dans une situation où, comme on disait dans le passé, lorsque les salaires, lorsque les prix prennent l'ascenseur, les salaires prennent l'escalier. Sur ce, on vous remercie, Monsieur Arsbi, d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis, chère la communauté, à très bientôt pour un nouveau numéro de l'Actu.